זהו, אני התחלתי את הלייב, אנחנו נתחיל בעוד 7 דקות, אז התחלת בינתיים... את הלייב? כן, הנה אבי. Ça vous dérange pas que je mange des olives avec un peu de jus de tomate, non? אבי, אבי, אתה יכול להפעיל את המיקרופון שלך. אני הוספתי אותך כמארח. תודה, אז למה הפעלת את הלייב כבר עכשיו? כי עוד 5 דקות נתחיל, ואני לא רוצה שנשכוח. הבנתי. Tout va bien à Paris, à Tel Aviv? Grâce à Dieu. Bon, Et chez toi, Jéru? à Jérusalem, ça va, je Il fait regarde aussi le ciel. froid? Il fait aussi froid? Non, non, là il fait beau, on ne peut pas se plaindre quand même. À Paris c'est la canicule, Moshe. Ah, c'est horrible. Ah, Moshe, Dis-moi. Moshe, המיקרופון שלך סגור, תפתח אותו. non, je dis que l'apéritif est bon, il est frais. Hein. Non, à Paris, il fait chaud, mais בסדר. Serge, מה שלומך? Ouais, tu m'entends? Arnaud, on ne te voit pas bien, hein? Il y a de l'ombre. Non, Là? non, non, non. Avance-toi, change de place peut-être. Hein? Non, tu as mis un spot sur toi, Arnaud? Et là? Non, non. T'as pas la lumière dans le bureau? On s'en fout. Si, j'ai de la lumière, mais bon. Allume. Mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est le plus important, c'est qu'ils On entendent. ne te voit pas, on te voit pas, Arnaud. Il y a de l'ombre sur ton visage. Il veut être chouchou. Messieurs, dames, nous commençons exactement à l'heure exacte. Donc, vous avez encore 5 petites minutes pour vaquer à vos occupations. Il est voilà. Voilà. View. Non, ça va, on le voit. Si tu mets sur grand écran, on le voit bien, Arnaud. Ok, donc ça va. Je reconnais même la photo derrière. Je ne sais pas, c'est Meir Artzion. Ouais! J'ai pas celui qui est assis à gauche, hein, c'est ça. Hein? T'as Arik Sharon. Meir Artzion. Celui qui a la barbe et qui est assis à gauche, je me souviens plus de son nom. מפקד הצנחנים בפעולת התגמול, משמאל מאיר ארציון, אריק שרון, משה דיין, דני מט, משה עפרון, אסף שמחוני. C'est Dani Mat, Zichrono Livracha, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et tu as ceux qui plient les genoux ici, tu as Aaron Davidi, Yaakov et Raphaël Eitan. Je crois que Davidi aussi, il était le roche de Sarel aussi, comme Dani Mat et Davidi surtout. Davidi, il n'était pas à Ramatkal? Non. Non, David, il n'était pas rentré. Alors, qui sera le prochain maire de Paris, Moshe? Hidalgo? Bah, a priori, oui. Hein. Il y a trop de candidats en face. Oui, je pense. Enfin.
Nous, on ne vote pas pour l'instant, on se retient. Je vois qu'il y a des juifs et des arabes dans toutes les listes. Hein. Plus d'arabes que de juifs, bien entendu. טוב. אנחנו כבר בשידור חי בפייסבוק. Ok. Ah, ok. On ne peut pas parler là, alors? Non, il y a quelqu'un qui a dit qu'on se croirait au 59 boulevard de Strasbourg. Je ne sais pas qui c'est, ce Michael. Eh ben, tu ne sais pas très bien dire. Je vais dire un petit mot sur le Megourim de Zev. De boulevard de Strasbourg. נו, מעניין מי זה המיקאל הזה שכתב את זה. Ça peut être Michael Lev. Il a qu'à dire qui il est. Chez Isdae. Parce qu'il entend tout, il ne peut pas parler. On va voir s'il va le faire. אני יודעת מי זה, אתם גם אמורים לדעת. Ok. Mais bien sûr. אני יודע מי זה. Vous savez plus que moi. Moi, je ne connais pas tous les Michael. Il y avait beaucoup de Michael. Bon. Bon, pour ceux qui s'intéressent, je me suis pris un jus de tomate, hein, juste comme ça. Nous commençons dans 2 minutes. Le CNR. Il faut laisser aux gens le temps de se joindre à nous. Voilà, ils arrivent. Pour celui qui écrit On se croit au 59 d'Oubelboula, il y a aujourd'hui, c'est un homme pour les personnes âgées, hein, si ça intéresse quelqu'un. Un homme juif ou pas du tout? Non, non, pas juif du tout. נפתלי? Naftali, on ne le voit pas ce soir, il a pris congé. Bonsoir à tous, il est 20h, je crois qu'on va commencer. On va d'abord donner la parole à M. Moshe Cohen, le délégué général de l'Organisation sioniste mondiale en France, qui va faire une introduction avant que je fasse la présentation de notre invité plus en détail du programme. Moshe Cohen, la parole est à vous. Erev Tov, Chaverim. Vous savez, on a tout un cycle de conférences sur divers sujets. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier. Mais pour cela, j'aimerais faire, avec votre permission, juste une petite référence historique, puisque un des grands penseurs du sionisme du XXe siècle, Zev Jabotinsky, avait développé toute une théorie des 5 M, des 5 mèmes, des 5 lettres M en hébreu, qui sont Megourim, bien entendu, Megourim, habitation, Malbish, habillé, Marpé, médecine, Mazon, manger, et le dernier, c'est… ça m'a échappé. Bref, et donc, il est évident que le premier sujet le plus important pour construire une société qui est stable, c'est bien entendu les Megourim, l'habitation. En Israël, comme vous savez, c'est un sujet très sensible pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas assez j'ai envie de vous dire, de terrain pour construire. Aujourd'hui, le centre du pays qui va entre Ashdod et Hedera est très, très intense. Donc, il y a 2 régions où on peut aujourd'hui construire. C'est essentiellement la Galilée et le désert, du Negev, selon le rêve de Ben Gurion. Mais pour cela, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Je voudrais juste saluer notre ami Arnaud, qui est un spécialiste de l'immobilier et qui va avec vous et avec nous éclairer un peu plus sur ce ciment et ce béton, de façon à ce qu'on puisse s'installer en Israël prochainement. Toda Rabba. Merci Moshe. Je m'appelle Abizana et je dirige le département de la promotion de l'Aliyah à l'organisation sioniste à Jérusalem. Donc voilà, je vous appelle de Jérusalem où le soleil commence à disparaître, il fait nuit plus tôt ici. Je vous appelle donc de chez moi à Jérusalem. Effectivement, comme a dit Moshe, nous avons décidé d'aborder ce sujet un petit peu délicat à aborder par Zoom, parce que c'est un sujet évidemment qui est très personnel et qui demande et qui interpelle énormément de personnes qui envisagent soit un avenir de vie en Israël, soit un pied-à-terre, soit un investissement, toutes sortes de choses. Donc c'est un sujet que nous savons sensible et difficile à traiter, mais malgré tout, notre association s'est donnée pour but de vous ouvrir des fenêtres
sur Israël, d'inviter Israël chez vous tout au long de cette période de confinement, de début de déconfinement, jusqu'à la fin des vacances en tout cas. Nous essayons d'aborder tous les sujets de la société israélienne. Et comme l'a précisé Moshe, nous avons fait appel ce soir à M. Arnaud Sayeg, un spécialiste du marché de l'immobilier. Alors, effectivement, il ne sera pas question ce soir de donner, je vais dire, des conseils personnalisés, de donner une orientation personnelle et d'évoquer avec vous un petit peu les sujets dans leur globalité au niveau du macro, au niveau du marché, au niveau quelque part du coût, au niveau des emplacements, au niveau des apports, hein, enfin toutes sortes de sujets que notre spécialiste abordera ce soir. Nous faisons donc ce cycle de conférences depuis maintenant 2 mois et demi. Ce soir, c'est notre 23e rencontre. Je pense que nous avons un écho très favorable puisque vous êtes des dizaines de milliers à nous avoir suivis. Et ceci, je crois, grâce à notre directrice des programmes, Yasmine Mannheim, qui est en contact avec vous, qui organise ces rencontres, qui fait en sorte que ça soit une réussite. Pour que ça soit une réussite, nous nous donnons un maximum d'outils pour que ces conférences arrivent à un public le plus large. Alors, il y a le public du direct de ce soir, qui soit sur Zoom, soit sur Facebook. Nous avons aussi le public qui nous suivra plus nombreux pour des raisons d'occupation personnelle et autres, en différé sur notre site Facebook Organisation sioniste mondiale et sur notre page YouTube que nous mettons en place, où nous mettons en place une bibliothèque de toutes nos rencontres, de toutes nos conférences pour les gens qui n'ont pas suivi. Alors, le déroulement de cette présentation va se faire d'abord par une présentation générale et différents aspects que M. Sayeg va nous donner sur le marché de l'immobilier. Ensuite, vous pourrez poser des questions, vous pourrez les poser d'ailleurs tout au long de la conférence, simplement de façon virtuelle en écrivant sur le chat en bas, comme le font déjà un certain de nos auditeurs, en posant vos questions que nous transmettrons tout au long de la présentation à notre conférencier. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne la parole à notre conférencier Arnaud Sayeg. Merci, bonsoir. Alors, merci Avi, bonsoir tout le monde, bonsoir Moshe, bonsoir Yasmine et bonsoir Avi. Merci de m'avoir effectivement convié et invité à exposer un petit peu le sujet de l'immobilier. Je tiens simplement à expliquer que l'accent sera un peu plus, bien entendu, porté sur le financement immobilier, surtout l'aspect financement, acquisition immobilière en Israël. On m'a demandé également de me présenter succinctement. Alors, Arnaud Sayeg, j'ai fait mon alia en 1992 en Israël. Je suis parti de Paris, ça fait 28 ans, et j'ai eu après être monté en Israël avec un bac, j'ai eu diverses fonctions qui ont toutes gravité autour du système du financement. J'étais inspecteur dans le domaine des assurances en Israël, et après, j'ai un parcours. J'étais ce qu'on appelle Shaliach, un délégué national auprès de l'agence juive en Israël pendant 3 ans au sein d'un mouvement de jeunesse en France, à Paris. Et une fois que je suis rentré, j'ai terminé ma mission. J'ai travaillé pendant 5 ans pour une banque en Israël, je pense que tout le monde le connaît, c'est la banque Leumi, où j'étais posté, donc j'étais au siège de la banque Leumi à Tel Aviv et j'étais en charge du marché des résidents étrangers pour les crédits immobiliers. Voilà, il fut un temps effectivement où les banques étaient enclines et recherchaient effectivement le profil de résidents étrangers. Je développerai un petit peu cet aspect également plus vers la fin de cette mini-conférence, pour expliquer de manière globale également quels sont les profils qui sont les plus recherchés aujourd'hui par les banques et quels sont les profils effectivement qui sont moins enclins ou dont les banques sont beaucoup moins intéressées à travailler avec. Alors, pour un petit peu montrer et expliquer la situation en Israël sur le plan du financement, quelques chiffres. On parle par exemple de 2005 où le volume des crédits immobiliers en Israël était en tout et pour tout de 20 millions de shekels, 20 milliards de shekels, pardon. Quand j'entends bien entendu les crédits, c'est les crédits immobiliers, tout confondu, crédit conso, les crédits confondus, crédit immobilier, crédit conso, crédit voiture et autres. Donc on parle effectivement d'un volume de 20 milliards. L'année dernière, en 2019, on a effectivement publié les chiffres et le volume des crédits globaux en Israël sont de 65 milliards. 65 milliards, on atteint, je crois, un taux d'augmentation de l'équivalent de 400%. Alors, ce qui est très important d'expliquer, c'est qu'effectivement, à la vue de cette progression, de cette augmentation pendant ces dernières années, la Banque centrale d'Israël
a eu d'abord effectivement à trouver bon de s'ingérer et de pouvoir avoir le contrôle sur cette progression et ne pas effectivement créer un mini-séisme économique, se réveiller plus tard et s'assurer qu'effectivement il y ait des gens comme on a connu en 2008, la crise plus communément appelée la crise des subprimes, où de nombreuses personnes se sont trouvées effectivement entre guillemets sur la paille et ont dû céder leur maison parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'honorer les crédits et les mensualités dans lesquelles ils s'étaient engagés. Alors ça, c'est dans un premier temps. Quand je dis qu'effectivement que la Banque centrale d'Israël a dû s'en gérer, c'est qu'elle a dû simplement définir les règles du jeu. Alors, pour définir les règles du jeu, c'est très simple. Il y a 3 profils qui sont assez récurrents et assez courants en Israël. Parmi ces 3 profils, elle a décidé effectivement quel pourcentage de financement serait autorisé pour ce type de profil et quelle durée, etc., etc. Et je vais en faire le détail. Le premier profil est le profil de ce qu'on appelle plus communément et plus courant, je pense qu'il pourrait être, comment dire, adapté au profil de beaucoup parmi vous, c'est le profil de résident étranger. Le profil de résident étranger, la Banque centrale d'Israël autorise un financement allant jusqu'à 50%, ce qui signifie que chaque personne qui est résident étranger se doit d'apporter 50% d'apport personnel. C'est une condition sine qua non et aucune banque ne pourra déroger à la règle. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un résident étranger? C'est très simple. Un résident étranger est une personne qui n'a pas la nationalité israélienne. C'est-à-dire qu'elle n'a ni carte d'identité israélienne, ni passeport. Donc, elle sera automatiquement définie par la Banque centrale d'Israël comme étant résident étranger. On parle souvent de résidents étrangers et d'investisseurs. Un investisseur, c'est une personne qui est déjà propriétaire d'un bien en Israël. Donc, on met plus l'accent sur un investisseur israélien. Et par conséquent, tout propriétaire qui est déjà propriétaire d'un bien en Israël est considéré automatiquement comme investisseur. Et par conséquent, s'il souhaite également contracter un financement pour un second bien, il ne pourra également dépasser 50% de financement. Il sera limité à 50% de financement. Et par conséquent, la Banque centrale d'Israël a dit la chose suivante également. Un résident étranger aura la possibilité, s'il le souhaite, de contracter jusqu'à 100% en taux variable. Je vais expliquer la nuance entre le taux variable et le taux fixe. Je sais pertinemment que pour vous, Européens, vous avez plus tendance à vous tourner vers des taux fixes que des taux variables. En revanche, en Israël, le système est complètement inversé. Les Israéliens ont plus tendance à se tourner vers des taux variables que des taux fixes. Et la raison est simple. Pour taux variable, avec une durée renouvelable qui est inférieure à 1 an, vous aurez la possibilité de faire des remboursements anticipés sans pénalité. D'ailleurs, contrairement en France, cette clause également est non négociable. Je sais pertinemment qu'en France, c'est une négociation que vous pouvez également avoir avec votre banquier. Est-ce que vous aurez des pénalités ou pas de pénalités en cas de remboursement anticipé? En Israël, cette clause n'est non négociable. Elle est imposée également par la Banque centrale d'Israël et par conséquent, elle sera la résultante de la formule que vous serez en mesure de contracter. Pourquoi la formule? Vous avez en Israël 9 formules différentes. Simplement pour en citer certaines, vous avez des formules qui sont indexées à l'inflation, des formules qui sont à taux fixe, des formules donc à taux fixe linéaire comme en France. Vous avez des formules qui sont à taux fixe indexées à l'inflation, donc taux fixe mais variable. C'est une invention israélienne. Vous avez des taux qui sont indexés également aux obligations d'État à court terme, à long terme, taux directeur, devises étrangères. Vous avez des formules en devises étrangères. Donc, effectivement, parmi toutes ces formules présentent des avantages et toutes ces formules présentent des inconvénients. Ce qui va un petit peu faire le choix d'une formule plus d'une formule que d'une autre, c'est bien entendu le profil de l'emprunteur ou du futur emprunteur et surtout le montage auquel vous souhaitez réaliser. Si toutefois vous souhaitez acheter un bien pour le louer, une location à court terme, si vous souhaitez acheter un bien pour en bénéficier et en profiter à des fins personnelles, si vous souhaitez acheter un bien effectivement pour faire ce qu'on appelle plus communément un coup de fusil, l'acheter et le revendre dans un laps de temps relativement court,
etc., etc. Bien entendu, ce qu'on a pour habitude de s'assurer avant, c'est quel est le type également de recherche, qu'est-ce que souhaite faire le futur acquéreur ou le futur emprunteur de ce bien. Donc effectivement, partant de ce postulat, lorsqu'on est résident étranger, 50% de financement, vous êtes limité. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, contracter 100% en taux variable, qui vous donne l'avantage de faire des remboursements anticipés sans pénalité. Et un autre avantage aujourd'hui, c'est que le taux est relativement bas. On parle d'un taux qui oscille entre 1,8% et ça va jusqu'à 2,5%. Et le troisième avantage également, c'est que vous avez la possibilité également d'étaler votre crédit sur une durée jusqu'à 30 ans. La durée maximale en Israël, pour un résident étranger ou pour un Israélien, elle est de 30 ans. Une banque ne vous prêtera pas au-delà de 75-77 ans, de l'âge de 75-77 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, si à 50 ans, vous souhaitez contracter un financement, la banque pourra étaler le financement sur une durée allant jusqu'à 25 ou 26 ans. Le deuxième profil que la Banque centrale effectivement a défini est le profil israélien. Un profil d'Israélien, et j'expliquerai ensuite effectivement quelle est la nuance entre un profil israélien primo-accédant, donc première acquisition en Israël, et un profil israélien qui est déjà effectivement propriétaire, donc investisseur, propriétaire d'autres biens, et qui se lance également dans une autre acquisition. Donc, le profil d'Israélien primo-accédant est un profil qui intéresse et pour lequel la Banque centrale d'Israël s'est un peu plus attardée. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale d'Israël doit s'assurer effectivement de contrôler, de maîtriser tous les risques qui existent sur le marché financier. Et par conséquent, ceux qui seront le plus touchés, ce ne seront pas effectivement les résidents étrangers, mais ce seront les Israéliens. Par conséquent, elle s'est un peu plus ingérée dans le profil d'Israélien, pardon, et a défini effectivement quelles seraient les conditions auxquelles un Israélien primo-accédant aura la possibilité de contracter un financement. On va commencer par le commencement. Un primo-accédant a la possibilité de contracter jusqu'à 75% de financement. 75%, c'est-à-dire 25% de plus qu'un résident étranger. Ce qui signifie que vous devrez apporter 25% d'apport personnel. Il est important également de définir qu'est-ce qu'un Israélien. Comment est définie la clause et la condition d'Israël? C'est très simple. Vous avez la possibilité de résider à l'étranger, vous avez même la possibilité d'être né à l'étranger. Si toutefois vos parents sont israéliens, vous recevez automatiquement la nationalité israélienne. Donc, vous serez considéré comme un Israélien par entière. Si toutefois, effectivement, vous êtes Israélien, vous avez fait votre alia, et pour une raison X ou Y, vous avez dû repartir en France, vous serez toujours considéré comme Israélien, quand bien même vous résidez sur un territoire étranger. Par conséquent, tous les avantages également d'Israéliens vous concerneront également, et vous aurez la possibilité d'en profiter. Donc, on parle d'un pourcentage de financement là de 75%. Il y a une répartition, la Banque centrale d'Israël a défini une répartition. Il a dit la chose suivante. De façon à minimiser les risques également sur le marché financier, chaque emprunteur se devra de contracter au minimum un tiers en taux fixe. C'est-à-dire que partons du principe que vous allez contracter, pour faire rendre les choses simples, 900 000 shekels de crédit en Israël. Sur les 900 000 shekels, vous serez dans l'obligation de prendre au minimum 300 000 shekels en taux fixe. Si vous souhaitez prendre 100% en taux fixe, ça ne pose aucun problème. Mais au minimum, un tiers en taux fixe. Et au maximum, 2 tiers en taux variable. Sur les 2 tiers en taux variable, la Banque centrale d'Israël a précisé également que parmi les 2 tiers, la moitié doit être contractée sur une durée renouvelable du taux d'intérêt qui est inférieur à 1 an, donc ce sera possible, et la deuxième moitié, vous devrez contracter une formule dont le taux d'intérêt a une durée de renouvellement atteignant 5 ans. Je m'explique. Si toutefois vous souhaitez prendre un crédit sur 20 ans, sur la partie du renouvelable qui est renouvelable pendant 5 ans, le taux va se renouveler 3 fois. Donc, ça veut dire que tous les 5 ans, le taux va se renouveler. Pour une durée renouvelable inférieure à 1 an, donc vous avez par exemple, partons du principe, vous avez le taux directeur de la Banque centrale d'Israël, qu'on appelle plus communément
le prime, ce taux-là est renouvelable tous les mois. Donc, par conséquent, vous aurez la possibilité effectivement de contracter également un tiers en prime. Donc, sur la partie effectivement de la répartition, c'est à vous de décider si vous mettez plus l'accent sur le taux fixe ou plus l'accent sur le taux variable. Chose qui est très importante également de préciser, sur la partie du taux fixe, cette formule peut être soumise à des pénalités de remboursement anticipé. Donc, c'est très important que vous preniez ça en considération. Comment la pénalité de remboursement anticipé est calculée en Israël? Pour faire les choses simples, lorsque vous allez contracter votre financement en Israël et lorsqu'on va décaisser les fonds, donc libérer les fonds contractés, la Banque centrale d'Israël publie tous les mois ce qu'on appelle un taux moyen des banques en Israël. Ce taux moyen est retenu comme indice par les banques. Partons du principe que le taux moyen, le jour où vous décaissez, donc vous recevez les fonds du crédit, est à 4%, ce taux sera retenu par la banque. Le jour où vous souhaitez rembourser ce taux, donc ce crédit, la banque prêteuse va vérifier quel est le taux moyen de la banque centrale qui est publié ce même mois. Si le taux moyen de la banque centrale est à 4,5% le moment où vous allez rembourser ce crédit, il n'y aura pas de pénalité de remboursement anticipé. Pour la simple et bonne raison, c'est que le taux moyen lorsque vous allez rembourser le crédit est supérieur au taux au moment où vous l'avez contracté. Je vous rappelle qu'il est à 4%. En revanche, si le taux moyen de la Banque centrale d'Israël est à 3,5%, alors là, effectivement, vous aurez des pénalités de remboursement anticipé. Pourquoi? Parce que le taux, au moment où vous allez rembourser le crédit, sera inférieur au taux au moment où vous l'avez contracté. Donc, la banque, il y a une formule, je ne dirais pas qui est simple, mais il y a une possibilité d'y avoir accès également sur Internet. C'est le delta qui est entre le taux qui a été contracté et le taux qui a été publié au moment du remboursement. Donc, c'est le delta qui sera remboursé qui sera calculé en fonction de la durée restante due et du capital. Et de là, bien entendu, vous serez amené à payer le montant qui sera communiqué par la banque le moment venu. Donc, effectivement, avant de rembourser un crédit, si toutefois, effectivement, vous avez contracté une formule à taux fixe, il serait également judicieux de vérifier avec la banque ou avec un courtier avec lequel vous travaillerez au même moment, si effectivement, au moment où vous souhaitez rembourser le crédit, il y a des pénalités de remboursement anticipé. Ça, vous pouvez c'est une information que vous pouvez avoir dans un temps relativement court. En matinée, une après-midi, vous pouvez appeler ou une personne également en votre nom pourra appeler et s'assurer également, si toutefois une pénalité, quel sera le montant de la pénalité. Et là, effectivement, vous prenez la décision, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Donc, ça, c'est le deuxième profil. Le troisième profil qui a été défini par la Banque centrale d'Israël, c'est le profil de société. Alors, c'est très intéressant puisqu'on est témoin ces dernières années. Il y a de plus en plus également de personnes qui se constituent en société pour des raisons diverses en Israël et qui, par le biais de cette dernière, font des acquisitions en Israël. Alors, l'acquisition en Israël peut être également une habitation, ce qui est défini et considéré comme étant une habitation, donc un appartement, une villa, et peut-être également un bien, ce qu'on appelle plus communément un bien commercial, qui peut être un bureau, un parking, un magasin et autres. Donc, pour cela, ce qui est très important également de préciser, c'est que pour vous constituer en société en Israël, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir la nationalité israélienne. C'est-à-dire que si toutefois vous résidez à l'étranger et vous êtes considéré comme résident étranger, vous avez la possibilité de créer une société en Israël. Le type de société donc, est divers. Vous avez également des sociétés à responsabilité limitée, donc ce qu'on appelle BEAM, et Baravon Mugbal. Vous avez des sociétés également qui sont considérées comme des sociétés SI, qui sont une équivalence de la SCI, qui sont plus communément connues en Israël comme étant Chevash Kufa, une société transparente. Donc, bien entendu, avant de vous constituer en société, il est très important également de vous tourner vers un expert comptable fiscaliste ou vers votre avocat, effectivement, et de vous conseiller auprès de cette personne afin de cerner et de choisir, de sélectionner effectivement
le profil, le statut de société qui répondra le mieux à vos attentes. Donc, la société a divers avantages, bien entendu, et inconvénients. Pour constituer une société, vous avez la possibilité d'être un actionnaire principal. Vous pouvez être également, comme j'ai eu récemment le cas, une famille qui s'est constituée simplement, qui a constitué la société, qui a défini la société comme étant une société familiale. L'avantage de cette société, étant résident étranger, c'est que la société, quelle que soit la nationalité des actionnaires, a la possibilité de contracter un financement en Israël et le financement peut atteindre jusqu'à 70%. 70%, vous avez la possibilité donc, de bénéficier d'un pourcentage de financement. C'est-à-dire qu'un résident étranger qui va constituer une société en Israël et cette société va faire l'objet donc va faire l'acquisition d'un bien en Israël et va contracter un financement, le financement sera ou aura la possibilité, vous aurez la possibilité de contracter jusqu'à 70%. Donc c'est très important. Deuxième avantage également, si vous le souhaitez, c'est que la société, vous aurez la possibilité de contracter également 100% du montant contracté en taux variable. Je vous rappelle les avantages du taux variable, remboursement anticipé sans pénalité. Arnaud, oui. Juste une petite. Est-ce qu'on peut parler? Bon, ça c'est très intéressant, c'est quand on est déjà au stade où on va acheter un appartement. Est-ce qu'on peut peut-être revenir un peu sur le marché immobilier d'une manière générale? Et comme une des participantes a demandé, qu'est-ce qui se passe après le Covid? Qu'est-ce qui se passe le marché, la demande, l'offre, etc. C'est des choses qui, je pense, intéressent un peu plus le public, qui sont intéressés à faire une acquisition en Israël ou pour le tourisme ou pour l'ALIA, et avant de rentrer dans les détails du financement, si c'est possible. Alors, je termine le statut de société et ensuite, effectivement, j'enchaînerai sur la situation de l'immobilier en Israël avant Covid, après Covid, et l'évolution également du marché. Donc, différents avantages, comme j'explique au niveau de la société. Donc, vous avez la possibilité de contracter jusqu'à 100% et ensuite, effectivement, d'étaler le crédit sur une durée entre 15 et 30 ans. Ça, c'est au niveau, bien entendu, des différents profils, les différents profils qui sont, auxquels vous aurez la possibilité, effectivement, de solliciter un financement. Alors, concernant effectivement la situation de l'immobilier en Israël, alors, voilà. De manière assez paradoxale, on est témoin aujourd'hui, enfin ces derniers temps, il y a des statistiques qui ont été publiées ces derniers temps par le Bureau central des statistiques en Israël. Alors, je sais que auprès de certaines personnes, les résultats de ces statistiques du Bureau central des statistiques en Israël ne résonnent pas de manière favorable auprès de certaines oreilles. J'explique effectivement quelle est la situation aujourd'hui. On enregistre aujourd'hui une augmentation de l'immobilier de l'équivalent de 3,5% d'avril 2019 jusqu'en avril 2020. Alors, il est vrai qu'effectivement, Israël ne déroge pas à la règle sur le plan de l'immobilier. Il est vrai que pendant la période également de la crise sanitaire du Covid, le marché de l'immobilier, effectivement, a été quasiment gelé. Et c'est un euphémisme. Les mairies ont effectivement cessé de mettre à disposition des permis de construire auprès des promoteurs, de donner des autorisations également de tout genre également auprès des promoteurs. Donc effectivement, c'est un marché qui a été gelé pendant 2 mois. On a connu une certaine baisse après le déconfinement en Israël. On a vu qu'effectivement, il y avait diverses opportunités qui se présentaient. Les promoteurs, afin de se libérer de leur stock également d'appartements, ont fait diverses campagnes marketing de façon effectivement à pousser et à motiver les gens à finaliser également leurs transactions. Mais il s'avère que lorsque vous voyez, il y a des chiffres qui ont été publiés également par le Bureau central des statistiques. Ici, on parle par exemple de l'évolution de l'immobilier en Israël. On retient par exemple de mars 2019 à mars 2020 une augmentation de 10% de Bat Yam, par exemple. Une Bat Yam, je rappelle que Bat Yam se trouve sur le littoral en Israël, banlieue proche, banlieue sud de Tel Aviv, qui présente aujourd'hui divers avantages, le tramway qui est en construction, et je rappelle qu'il est fort probable que cette ville soit rattachée en 2023 de mémoire à Tel Aviv. Et cette ville donc, a enregistré une augmentation de quasiment 10%. 10%, ce n'est pas le maximum. Vous avez également, pendant la même période, de mars 2019 à mars 2020, la ville de Beth Shemesh, qui se trouve proche de Jérusalem, qui a enregistré une augmentation de 18%. Donc aujourd'hui, effectivement, l'immobilier, j'entends de la part de toutes parts, on va dire, certaines personnes effectivement qui s'attendent à une chute considérable de l'immobilier suite à la crise sanitaire en Israël. On a eu effectivement une légère baisse,
les transactions se réalisent toujours. Il y a une baisse effectivement de transactions, et je mets l'accent là-dessus, une baisse des transactions, mais pas une baisse de l'immobilier. En revanche, où on a enregistré une baisse de l'ordre de 10 à 15%, c'est au niveau des loyers. Pour la simple bonne raison, c'est tout à fait logique. Au lendemain de la crise sanitaire, bien entendu, Israël ayant fermé ses frontières, de nombreux appartements, par exemple à Tel Aviv, étaient voués et destinés également à la location de type Airbnb. On enregistre donc l'équivalent, effectivement, il y avait grosso modo 6 000 appartements qui étaient voués à ce type de location. Et au lendemain de la crise sanitaire, ces appartements ont été bien entendu mis sur le marché de la location annuelle, donc long terme. Et le fait d'avoir effectivement une quantité assez importante d'appartements a engendré une baisse considérable, entre 10 et 15% de la location annuelle à Tel Aviv en l'occurrence. Donc, si effectivement on parle de baisse dans le domaine de l'immobilier, cette baisse est plus à enregistrer sur les appartements qui sont voués à la location. Il y a d'autres questions peut-être, Moshe, en termes d'immobilier? Oui, Arnaud, on voulait savoir. Enfin, je ne vois pas les questions, donc dirige-moi. Non, la question est de savoir, c'est aujourd'hui, quelle est la région, quelles sont les villes qui sont intéressantes à acheter un appartement, ou bien sur le littoral, ou bien dans les terres. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Je voudrais envoyer des promotions, des promoteurs. Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter fini ou sur plan? Enfin, plein de questions qui nous intéressent dans la mesure où les gens en France qui programment ça à long terme ne sont pas pressés d'avoir les clés demain. Ok, donc ça c'est une bonne question et j'ai envie de répondre également, tout dépend du profil du client et tout dépend également de ses recherches. Comme je l'ai expliqué également au préambule de cette présentation, tout dépend effectivement de ce que vous souhaitez faire de cet appartement. Alors, si vous souhaitez acheter un appartement également dans un but d'investissement, comme c'est assez courant en Israël, le but d'investissement, j'ai envie de dire que Tel Aviv, ce n'est pas vraiment la ville où en termes d'investissement, vous avez un retour d'investissement immédiat. J'entends par là, si toutefois vous souhaitez acheter un appartement pour en bénéficier, avoir une rentabilité locative, la rentabilité locative de Tel Aviv est relativement basse. On parle entre une rentabilité locative qui oscille entre 2 et 2,5%. En revanche, effectivement, des villes comme Bat Yam, qui sont des villes qui, comme je l'expliquais en 2019, a eu une augmentation également de 10%, et je ne pense pas qu'elle soit encore arrivée à son potentiel, à son maximum d'investissement. Donc, c'est des villes, effectivement, qui ont divers avantages, qui se trouvent sur le littoral. Je sais que parmi également les clients français, ils recherchent plus particulièrement des appartements qui sont proches mer. Donc, effectivement, la ville de Bat Yam répond à de nombreuses à ces attentes pour la simple et bonne raison, c'est que le prix du mètre carré de Bat Yam oscille entre 20 et 30 000 shekels. Tout dépend effectivement où vous vous trouvez, où se trouve le bien. En revanche, à Tel Aviv, on parle effectivement d'un prix du mètre carré qui est entre 40 000 shekels et ça atteint face mer, projet neuf, ça peut atteindre les 100 000 shekels le mètre carré. Donc, effectivement, partant du postulat, si toutefois vous souhaitez également rechercher une rentabilité locative, la ville de Tel Aviv, ce ne sera pas forcément le plus intéressant. Mais en revanche, également, il n'y a pas qu'un seul aspect sur lequel vous devez vous focaliser, qui est l'aspect de rentabilité locative. Vous avez un autre aspect également qui est la plus-value du bien. C'est-à-dire qu'effectivement, si toutefois vous cherchez un bien qui ne présente pas forcément également une rentabilité locative, mais qui, effectivement, vous cherchez à le conserver dans une longue échéance, long terme. Donc, effectivement, vous avez, comme la ville de Tel Aviv, il y a une augmentation également fulgurante, ça va dire ces 10 dernières années où l'immobilier a plus que doublé également de sa valeur. Et vous avez des villes, effectivement, qui présentent aujourd'hui comme Harish, qui est une nouvelle ville également qui se trouve dans le nord, comme Hadera également, qui est au début, au balbutiement également de ses projets d'investissement. Vous avez des villes également qui sont comme Haïfa. Cette ville, Haïfa, n'a pas atteint son maximum en termes d'investissement, de potentiel d'investissement, et aujourd'hui, de plus en plus de personnes se retournent vers cette ville. Vous avez Beersheba également qui présente des projets relativement intéressants. Seconde question que tu as posée, Moshe, est-ce qu'il est plus intéressant également de se tourner vers ce qu'on appelle un projet VEFA, vente en état futur d'achèvement, ou un projet seconde main?
j'ai envie de dire, les deux présentent des avantages et des inconvénients. Si toutefois vous souhaitez faire l'acquisition d'un bien sur un projet immobilier, alors pour cela, effectivement, il y a des conditions à respecter. Et c'est très important également, je fais un rapprochement par rapport à ce que j'ai expliqué également en termes de financement, qui est ce qu'on appelle la garantie. Une banque pour laquelle vous allez vous tourner également pour un financement va rechercher également quelle garantie vous allez lui apporter. Et si cette garantie ne répond pas à ces exigences, elle pourrait également valider le financement en fonction de votre solvabilité, mais refuser le financement en fonction de la garantie que vous allez lui apporter. Donc, par exemple, pour un projet VEFA, la garantie est la garantie bancaire, c'est-à-dire la garantie qui sont exigées par les banques et la garantie bancaire. Qu'est-ce qu'une garantie bancaire? C'est très simple. C'est la meilleure des garanties également pour un investisseur en Israël. C'est-à-dire que dès le premier shekel que je vais investir dans cet appartement, je vais recevoir en contrepartie une garantie de la banque suivant le projet, finançant le projet. Chaque projet en Israël a une banque assurant et suivant le projet. Vous avez en général les grandes banques ou des fonds d'investissement également qui, ces derniers temps, sont rentrés également dans ces garanties de projet et qui suivent de nombreux promoteurs. Arnaud, quand tu parles du prix de l'appartement, je dis au hasard 2 millions de shekels, est-ce que tu peux parler de ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire l'avocat, l'intermédiaire et la taxe d'acquisition, parce que c'est des choses qui sont importantes. Et est-ce qu'il y a une différence entre la taxe d'acquisition pour un Israélien, un immigrant, ou bien un touriste qui va devenir immigrant? Alors, effectivement, c'est une question auquel chacun doit y répondre et surtout approvisionner des fonds également pour les frais annexes. Les frais annexes, il y a une différence entre un Israélien et un résident étranger. Alors, je vais parler du résident étranger. Les frais annexes pour un résident étranger, il faut compter grosso modo pour un montant d'acquisition jusqu'à 4 millions de shekels environ, il faut compter grosso modo aux alentours entre 12 et 13%. Ces frais annexes incluent les frais suivants. Les avocats, en général, les avocats, leurs honoraires sont de 1% hors taxe du montant de la transaction. Les frais d'agent immobilier, les honoraires sont de 2% hors taxe de la transaction. Ensuite, vous avez également l'équivalent de 8% de la taxe d'acquisition, ce qu'on appelle plus communément également la taxe d'enregistrement. Et ensuite, effectivement, si toutefois vous souhaitez contracter un financement, vous avez également des frais qui vont s'ajouter, qui sont relatifs au financement, qui sont les frais de dossier. Il faut prévoir, grosso modo, l'équivalent, pas l'équivalent, mais il faut prévoir 0,25% du montant du crédit. Et ça, bien entendu, c'est défini par la Banque centrale d'Israël. Et l'équivalent entre 150 et 200 euros également de frais d'inscription, de frais d'enregistrement. Et pour un immigrant? Registre des hypothèques et cadastre. Pour un immigrant, Oleh Hadash, primo-accédant. Donc, il faut prévoir la taxe d'acquisition. Vous avez une exemption jusqu'à un montant de 1 600 000 ou jusqu'à 1 700 000 shekels de mémoire. Vous êtes exempté de taxes d'acquisition, de paiement de taxes d'acquisition. Et ensuite, c'est par palier en fonction du montant d'acquisition. Donc, ça, bien entendu, je vous recommande de vous tourner auprès de votre avocat et de lui poser la question et de lui demander surtout de vous faire une simulation de quel sera le montant de la taxe d'acquisition suite à cette acquisition, suite à l'acquisition du bien. Deuxième, pour un Israélien, donc les frais d'avocat sont les mêmes, les frais d'agent immobilier sont les mêmes. Et pour une société, si toutefois une société fait une acquisition, les frais de taxe d'acquisition pour une société sont de 8% si vous faites l'acquisition d'un bien d'habitation et sont de 6% si vous faites l'acquisition d'un bureau. Et maintenant, pour quelqu'un qui est touriste et qui va faire son alia dans un an, 2 ans ou 3 ans, est-ce qu'il y a un remboursement? Oui, il y a un remboursement. De mémoire, si je ne m'abuse, c'est 1 an après. C'est-à-dire que si toutefois vous avez fait l'acquisition du bien en tant que résident étranger, vous avez payé la taxe d'acquisition. Et 8%. Il me semble que c'est 1 an, j'hésite entre 1 an et 2 ans à vérifier auprès Non, ça a été 2 ans, Arnaud, et ça a été ramené à 1 an. Voilà. Donc, au terme, vous avez 1 an après avoir fait votre alia, effectivement, après avoir fait l'acquisition du bien, à date de signature. Si vous avez fait votre alia dans cette année-là, vous avez une possibilité de vous tourner auprès de l'administration fiscale et de demander effectivement qu'ils vous restituent
le trop perçu, puisque vous avez un changement de statut entre résident étranger et nouvel immigrant. Mais maintenant, une question de qui tout de suite, je vous dis qui c'est, de Eva. Il y a des avocats qui demandent 2%. Est-ce qu'on peut marchander? Bon. J'aime pas trop le terme marchander. Négocier. Négocier, on va dire. Eva. Il n'y a pas libre, effectivement, en vous ensuite, effectivement. Je ne connais pas d'avocats qui perçoivent 2% d'honoraires. Si, il y en a. Il y en a. OK. Bon. Libre à eux, en tout cas, c'est une négociation. Ce que j'ai donné comme chiffre, effectivement, c'est à titre indicatif. Les honoraires qui sont perçus par les agents. Je voudrais juste rappeler un élément important, Arnaud. Comme tu viens de dire, cet élément important, et comme on a dit énormément de chiffres ce soir, une partie ont été retenues, une partie ont été notées, une partie ont été enregistrées. Et comme notre conférence est enregistrée, tout ce que nous donnons n'a pas du tout, bien que nous faisons confiance à 100% à notre conférencier, et étant donné que la législation israélienne est en plein, voilà, n'est pas du tout contractuelle, est en plein chamboulement, chaque cas, et surtout pour les gens qui envisagent une acquisition plus tard, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, tout ce qu'on vous a dit, je peux vous dire que nous sommes, moi et Moshe et d'autres personnes ici depuis quelques dizaines d'années en Israël. La législation israélienne a changé peut-être 3 fois, fait le tour de 360% sur les exemptions, sur les participations, sur les taux, sur les aides de l'État, sur les pourcentages d'acquisition, sur les annulations, sur le frais d'acquisition sur le 2e appartement, sur les 8%, sur la loi du 3e appartement qui n'est pas passée. Donc, on est dans un pays où l'immobilier, Dieu merci, et comme le dit le proverbe français, quand l'immobilier va, tout va. Pour les gens qui se promènent encore en Israël, même en période de post-confinement, vous allez voir des grues de partout. Le pays se construit énormément. Moshe a dit à juste titre dans l'introduction qu'il n'y avait plus beaucoup de places dans le centre du pays, mais on arrive à en retrouver parce qu'il y a des programmes de développement des centres urbains avec des programmes tels que le Pinouille-Binouille, le Tama 38. Qui sont vous ne voulez même pas rentrer là-dedans pour ne pas compliquer. Oui, non, mais juste pour expliquer que Israël, au niveau de l'immobilier, a fait une révolution. On est passé des tentes aux caravanes, des caravanes aux maisons de Hamidar, et je fais un raccourci très rapide au building magnifique de Tel Aviv. Tu as lancé des chiffres qui doivent faire tourner la tête aux Parisiens, tellement on est arrivé à des chiffres très, très particuliers dans certaines régions. Donc, encore une fois, je veux simplement répéter toutes les indications. Ne venez pas voir un avocat et dites Moshe Cohen ou Arnaud Sayad. Arnaud, moi, je n'ai rien dit. Hein. Voilà. Alors, effectivement, on est aussi au Moyen-Orient. Beaucoup de choses se négocient. Même les taux à la banque peuvent se négocier. Même les pourcentages face à vos différents partenaires dans la limite de ce qui est acceptable, évidemment. Ce que nous vous donnons, c'est à titre indicatif pour avoir un ordre d'idée de ce qui vous attend lors d'une acquisition, d'une réflexion sur l'acquisition. Voilà, moi je lis les questions là, il y a 2 questions. On parle quand tu parles des 8% de taxes d'acquisition, est-ce que c'est par palier ou bien c'est d'un coup? Et la deuxième question, est-ce que quand on achète un appartement sur le Tama 38, est-ce que c'est considéré comme neuf ou pas? Alors, je lis et j'en ai profité également pendant l'intervention de Avi. Effectivement, il y a des questions qui sont assez intéressantes et je vais tenter de répondre à chacune d'entre elles. Alors, effectivement, au niveau de la taxe d'acquisition, tout dépend une fois de plus de votre profil, si vous êtes résident étranger ou si vous êtes israélien. J'attire également votre attention sur le fait que, quand bien même vous êtes, si vous avez fait votre alia, vous avez la possibilité de profiter, premièrement, de votre avantage en tant que primo-accédant. Et un Olech Hadash a la possibilité, si toutefois il souhaite faire un second bien, il a la possibilité également de profiter également de son avantage en tant qu'Olech Hadash. Et il y a également, et c'est à vérifier auprès de votre avocat, vous avez d'autres avantages lorsque vous faites une acquisition en tant qu'Olech Hadash. Donc, vous avez double avantage. Au niveau des 8%, le 8%, c'est le premier, donc vous devez payer 8%. Et au-delà des 8%, effectivement, vous avez des paliers en fonction du montant d'acquisition. L'administration fiscale, tous les ans, réajuste effectivement le barème de la taxe d'acquisition et des différents paliers. Aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est M. Dubreuil. Si vous rentrez sur Internet et vous cliquez effectivement quel est le montant, quel est les paliers de la taxe d'acquisition d'Israël, vous aurez une réponse assez rapide. Effectivement, de nombreux avocats
ont écrit là-dessus, ont rédigé pas mal d'articles. Donc, cette information est accessible. Moi, je veux comprendre. Disons, un bien coûte 2 millions, je paye 8% de 2 millions ou bien il y a déjà des paliers à partir d'un million? Non, 8%, c'est le palier premier, Moshe. Ah, OK. 8% sur la… OK. Absolument. Voilà. Il y a 4 millions et après, vous avez des paliers. Okay. Je veux répondre à une deuxième personne également sur ce qu'on appelle le coefficient d'endettement. Alors, le coefficient d'endettement de 33%, comme il est en France. Alors, en Israël, le coefficient d'endettement n'est pas de 33%, mais le coefficient d'endettement est de 40%. Qu'est-ce qu'un coefficient d'endettement? Peut-être pour ceux qui ne savent pas, simplement, c'est lorsque vous allez contracter un financement, la mensualité ne pourra excéder 40% de vos revenus nets. En France, c'est 33%, en Israël, c'est 40%. Concernant la question de Tama 38, si le Tama 38, effectivement, si l'acquisition que vous faites du Tama 38, qu'est-ce qu'un Tama 38? Alors, vous êtes Tama 38 1, c'est Tama 38 où vous rénovez la partie existante et vous construisez sur le toit et vous revendez donc la partie du toit. Si vous faites l'acquisition de la partie qui est sur le toit, effectivement, c'est considéré comme une première main, comme un promoteur. Et si vous faites l'acquisition, en revanche, de Tama 38, de la partie qui est déjà construite, alors effectivement, c'est considéré comme une seconde main, comme l'achat d'un particulier. Il y a Eva qui insiste sur les 8%. Non, c'est compliqué. On ne peut pas répondre. On peut pas répondre effectivement au-delà des 8%. Le taux est différentiel. Il monte au-delà de 8%, au-dessus de la somme de Arnaud a précisé. Nous n'avons pas l'intention ici de rentrer ni dans des conseils particuliers et privés à chacun. C'est pour la raison pour laquelle nous avons laissé nos coordonnées et celles d'Arnaud pour les gens qui pourront par la suite ou voudront se renseigner par d'autres réseaux. Voilà, je remis les coordonnées d'Arnaud. Voilà, toutes les coordonnées sont en ligne. Donc, nous essayons de donner des informations d'ordre général. Et sur le marché… Si j'ai un conseil à donner à vie auprès des auditeurs et des gens qui nous regardent, pour résumer un petit peu la situation en Israël, le système, comme tu l'as très bien expliqué, Avi, le système israélien est un système qui est diamétralement opposé au système français. C'est-à-dire que parfois, vous allez venir avec des repères que vous avez de France et vous allez tenter de les appliquer en Israël. Mais en général, vous allez vous confronter à divers problèmes et diverses difficultés pour la simple et bonne raison, c'est que le système israélien est un système qui est anglo-saxon, qui est très influencé par le système américain et qu'effectivement, lorsque vous allez devoir faire une acquisition ou simplement même contracter un financement, je vous conseille bien évidemment de vous tourner auprès de gens qui sont spécialisés en la matière. Si c'est une acquisition d'un bien immobilier en Israël, ce sont les avocats, contrairement en France, où en général, vous vous tournez vers un notaire. En Israël, ce ne sont pas les notaires, effectivement. Ce sont les mêmes personnes. L'avocat et le notaire sont la même personne, en général. Absolument. Donc, oui, après 15 ans ou 10 ans d'études, mais vous tournez auprès d'un avocat qui, lui, sera en mesure, pour répondre à Eva en mesure, effectivement, de vous apporter toutes les informations qui sont relatives donc, à la transaction. Voilà, donc moi, je pense que évidemment, on est loin d'avoir fait le tour du propriétaire, j'allais dire, pour employer une expression française. Nous avons voulu simplement vous donner un avant-goût. C'est vrai que la saison de l'été en général en Israël, avec une venue très importante des membres de la communauté, était une saison propice en général à ces premières rencontres, négociations, rencontres avec des professionnels. Aujourd'hui, pour le moment, on ne peut le faire que par Zoom. Donc, je pense qu'on peut aussi avancer dans sa réflexion pour les gens qui ont une volonté d'acquisition et quel que soit leur statut. Et je crois que l'avantage des médias, de Zoom, d'Internet, nous a prouvé qu'on pouvait avancer un peu plus dans cette réflexion sans encore avoir besoin de se déplacer pour être encore, j'allais dire, un peu plus près le jour de votre venue ici, le jour de vos rencontres avec des promoteurs. Et je crois que Arnaud, par son expertise, par son expérience, nous a donné, même si pour certains c'était peut-être un petit peu complexe parce qu'il découvre ce monde et comme Arnaud l'a dit de façon très importante, je crois que c'est la leçon fondamentale en dehors des connaissances qu'il a partagées avec nous. Le plus dur, c'est de faire abstraction de tout ce que nous connaissons sur le marché de l'immobilier français parce qu'on rentre dans un autre domaine, on rentre dans une autre attitude, on rentre dans une autre approche et pas seulement au niveau de la négociation, au niveau de l'approche. Le marché israélien de l'immobilier, il faut savoir qu'en Israël, la majorité absolue des Israéliens, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, la nouvelle génération, ce sera peut-être un peu plus dur, la majorité absolue des Israéliens est propriétaire de son appartement.
le marché du loyer et de l'allocation pardon, est un domaine qui se développe beaucoup plus chez les jeunes dans les grandes villes ces 15 dernières années. Jusqu'à présent, il y avait, j'allais dire, une mentalité, un état d'esprit israélien très important d'acquérir sa maison en Israël. C'est un acte, quelque part, j'emploie les termes, c'est un acte sioniste, un acte d'appartenance, avoir son chez-soi. Et je crois que il ne faut pas oublier que c'est l'acte, j'allais dire, le plus cher au niveau, en tout cas financier, que nous faisons dans notre vie. Et donc, pour ça, c'est très important de s'accompagner des meilleurs experts, même s'il faut rajouter là-dessus parfois quelques frais, comme l'a expliqué Arnaud, c'est très important parce que ça vous permet d'être complètement serein. Israël est encore en pleine expansion et il est encore temps d'investir. Et on vous a donné quelques exemples de villes entre guillemets périphériques, mais qui restent très centrales. On vous a parlé de Bat Yam, c'est collé à Tel Aviv. Quand on nous a parlé de Hadera, c'est quasiment collé à Netanya. Donc, ce n'est pas du tout des grandes périphéries. Et je crois qu'il est encore temps, et c'est une occasion extraordinaire de pouvoir se rapprocher un peu plus du marché de l'immobilier. Juste, Avi, il y a Gérard Assaraf, je crois Assaraf, qui voudrait poser une question. Je ne sais pas. Fini, juste, vous pouvez poser, la question? Monsieur Assaraf, vous pouvez poser la question par chat. Juste avant, en attendant que Monsieur Assaraf pose sa question, il est important également de préciser une petite information qui a son importance. En Israël, lorsque vous allez effectivement vous lancer dans une transaction immobilière, contrairement en France, vous n'avez pas de clause suspensive. C'est-à-dire que l'achat n'est pas conditionné par un accord bancaire ou par une autre condition. Dès l'instant où vous allez signer un contrat d'acquisition et non pas une promesse d'achat, vous allez signer un contrat d'acquisition, vous êtes engagé. Et quel que soit effectivement si vous avez un financement ou pas de financement, ça n'intéresse personne. Dès l'instant où vous avez signé un contrat d'acquisition, vous devez bien entendu de l'honorer et de le respecter. Mais maintenant, il y a Maurice qui pose une question que je n'ai pas compris. L'attitude de négociation de l'immobilier est nettement inférieure à celle de la France. Est-il vrai? Oui, mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, Moshe. C'est-à-dire qu'on a une possibilité de négociation en Israël qui est parfois beaucoup plus souple qu'elle peut l'être en France. C'est une approche du marché israélien où effectivement les choses sont négociables avec l'entrepreneur, avec le propriétaire du bien. On nous donne, voilà, on n'a pas dit marchander, on a dit négocier. On a dit Moyen-Orient. Voilà. Alors, la question de M. Assaraf. Faut-il mieux devenir israélien avant d'acheter sa résidence principale en Israël? Ça dépend de beaucoup de critères, effectivement. Ça n'est pas uniquement est-ce qu'il est plus intéressant ou pas. Ce qui est intéressant également, c'est quelle est votre résidence fiscale. Quel est votre profil? Est-ce que vous allez résider en Israël? Est-ce que vous allez devenir résident fiscal israélien? Il y a beaucoup, c'est-à-dire que vous répondre sur une simple réponse courte, est-ce qu'il est plus intéressant ou pas? Je ne m'aventurerai bien entendu pas dans ce type de fait. Tout à fait. Nous donnons des informations. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter un bien et de faire son aide dans l'année de façon à récupérer une partie des taxes. Ça, on l'a dit, effectivement. On l'a dit. Vous avez jusqu'à 2 ans, je crois, de mémoire. Vous avez jusqu'à 2 ans également pour récupérer le trop perçu ou le trop payé de la taxe d'acquisition. Pour cela, vous devrez vous tourner auprès de votre avocat et votre avocat en fera la demande auprès de l'administration fiscale. Et l'administration fiscale, si effectivement vous résidez en Israël, la condition, il est très important également, condition sine qua non, c'est que vous résidiez en Israël, c'est que vous habitiez en Israël. Si vous faites des allées et venues, il est fort probable que l'administration fiscale ne vous considère pas comme étant un résident fiscal israélien. Donc, c'est à vérifier également. Tout ça, c'est effectivement demande énormément de cas particuliers qu'il faut commencer, pour ceux qui veulent faire leur alia, par leur démarche en France, mais qui peut se commencer aussi d'ailleurs par une démarche en Israël, et surtout se faire entourer d'experts, parce que voilà, les petites questions qui nous ont été posées sur lesquelles nous avons essayé de ne pas complètement répondre, simplement pour vous prouver que vraiment chaque cas est un cas particulier. Le cas de résidence n'est pas le cas de la nationalité, le cas du tourisme n'est pas le cas du Oleh Hadash, etc., etc. Et donc, voilà, j'espère qu'on vous a ouvert une fenêtre sur le monde et sur le marché de l'immobilier, tant au niveau du financement que des opportunités, qui, je crois, dans les deux cas, sont importantes et sont encore intéressantes, pour employer un terme d'ordre général. Voilà, je souhaite en tout cas qu'on puisse tous se voir très bientôt ici, quel que soit votre projet, et continuer à garder ces liens les plus importants. Il ne nous reste plus qu'à remercier tous nos partenaires et toutes les personnes qui ont été avec nous ce soir,
Moshe Cohen de Paris avec Yasmine Mannheim, Naftali Levy à Jérusalem et surtout à Tel Aviv, notre conférencier Arnaud Sayeg, qui nous a donné, je crois, une approche dans la limite du temps qui nous était imparti, la plus large possible et qui nous a, j'espère, donné envie de goûter un peu plus au monde de l'immobilier en Israël. Merci beaucoup et toda rabba. Et à bientôt. Merci à vous. Toda rabba.